à tous, heureuse de vous retrouver sur NCTV. Bienvenue dans l'émission La Quotidienne. Alors pour cette nouvelle semaine, je vous propose de parler bodybuilding dans notre rubrique C'est Sport. Donc nous irons à la rencontre de Monsieur Muscle, Gilbert Foucault, donc un sportif qui a su se démarquer sur les scènes internationales. Jamie nous détaille tout ça dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, un peu d'histoire, nous parlerons justement des maisons coloniales. Nous reviendrons sur cette histoire. On peut encore voir les vestiges en Vallée du Tyr, dans les quartiers de Nouméa, par exemple à Faubourg ou encore en ville. Camille Monnier se fera un plaisir de nous faire un petit cours d'histoire sur ces maisons coloniale. Et enfin, pour notre rubrique Job Éducation, on parle sport. Nous verrons comment les enfants, les adolescents se responsabilisent dans les camps de vacances, apprendre à faire la cuisine, apprendre à plier justement sa tente, par exemple, et aussi à préserver notre patrimoine. Ça se passe à Ouaté. Marie-Hélène nous en dit plus dans sa rubrique. Pour l'heure, retrouvons notre invitée du jour, Sonia Tonia. Bonjour Sonia Tonia. Bonjour NCTV. Alors vous êtes la présidente de l'Union des femmes francophones, océaniennes de Nouvelle-Calédonie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, à savoir que vous avez été récemment réélue pour une énième fois. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association? Voilà, donc l'Union des femmes francophones et océaniennes de Nouvelle-Calédonie répond à une attente des femmes du Pacifique. C'est à l'occasion de plusieurs rencontres régionales qu'il a été ressorti dans nos différents échanges que les pays francophones de la région devaient se réunir pour échanger, partager les problématiques liées à la transformation de nos sociétés, et ce dans le but d'être mieux prises en compte par les organisations gouvernementales et puis régionales et internationales. Alors justement, c'est quoi la différence entre ce que fait déjà la condition féminine du gouvernement? Alors nous, on est une ONG, donc une organisation non gouvernementale. Notre rôle à nous, c'est justement donc de créer le dialogue, créer des liens entre les différentes forces vives au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau des pays francophones. Bien sûr, avec nos sœurs de Wallis et Futuna, nos sœurs de la Polynésie française. Nous rencontrons donc une fois par an pour développer ensemble et réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en place au niveau de nos pays, puisque nous avons donc la même approche en ce qui concerne donc le développement humain. D'accord. Alors quelles sont les priorités justement de l'association? Je voulais juste rajouter qu'avec nous, nous avons aussi le groupe francophone, l'association des femmes francophones du Vanuatu. Alors bien sûr, donc notre particularité, c'est d'être océanienne et d'appartenir donc à la communauté francophone du Pacifique. Alors, quelles sont vos priorités, justement? Alors, justement, donc, nous sommes en partenariat, enfin, on a été créé avec l'aide de la CPS et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les différents, la CPS et les différents gouvernements de nos pays respectifs ont acté le fait qu'il fallait que les ONG aussi se réunissent. En 2011, donc officiellement, l'Union des femmes francophones a été créée par les 4 pays représentés par les associations de femmes. Et puis, chaque pays possède une entité locale. À partir de 2011, a été élaboré donc un plan d'action sur 5 ans avec des thématiques qui vont définir donc les priorités d'action au niveau local et régional par pays. D'accord. En 2011, il y a eu donc la réunion, l'atelier des femmes de la CPS qui a défini le thème sur le leadership. Là récemment, donc l'année dernière, donc en 2012,
Non, c'est cette année. 2014, c'est la thématique était sur le réchauffement climatique. Oui. Et puis l'impact de l'adaptation au changement climatique de nos populations océaniennes. Ok. Alors justement, au niveau régional, comment vous vous rencontrez finalement, comment vous discutez? Donc est-ce que ça se passe ici en Nouvelle-Calédonie ou vous justement l'association, on va dire, sillonne un peu? On a tissé donc notre réseau francophone. On a tissé notre réseau francophone et nous dialoguons donc avec les organisations internationales. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, quel est le chantier que vous avez envie de faire avancer? Alors, le prochain thème, donc cette année, nous avons traité de la problématique de l'adaptation de nos populations face au changement climatique. Il y a eu donc les recommandations qui ont été faites, en juillet de cette année par notre réunion. Ces recommandations ont été déposées auprès des gouvernements sur les presses et diffusées dans les réseaux internationaux. Donc, il prend en compte, donc, on interpelle toutes les organisations, donc tous les gouvernements, les autorités coutumières, les autorités religieuses à encourager donc les populations locales à s'adapter au changement climatique. Mais aussi donc au gouvernement à définir des politiques publiques qui servent bien donc les populations qui sont impactées, qui sont donc fragilisées par la montée des eaux, ou bien on est même allé aussi, on a même aussi parlé de l'environnement et puis du développement minier, etc. D'accord. Alors les relations justement avec les relations coutumières sont importantes. Comment vous travaillez avec eux justement? Justement, donc, dans la spécificité de notre travail, c'est d'accompagner donc les sociétés coutumières, nos sociétés traditionnelles à nous, à s'adapter justement au changement, c'est-à-dire à vivre normalement dans toutes les libertés, mais en matière de droit, mais aussi donc les changements de notre société et notre capacité à nous adapter au développement économique et puis aussi donc aux enjeux au niveau local mais aussi régional. Alors, vous parlez justement économiquement parlant au niveau de la condition féminine. Quel est votre constat aujourd'hui? Eh bien ici en Nouvelle-Calédonie, donc il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées ont été réalisées depuis. Déjà d'une part donc au niveau institutionnel où toute la question de la femme elle est prise en compte. Ensuite il y a eu l'application de la parité, il y a eu des grandes mesures comme la légalisation de l'IVG. Il y a donc dernièrement donc la loi sur l'aide pour les victimes de statut de droit coutumier. Donc, quand il y a un préjudice, eh bien, elles ont la possibilité de demander réparation de ce préjudice sur droit commun directement sans repasser par une procédure qui les décourageait. On peut dire aujourd'hui qu'au niveau des tabous de notre culture, ça a été levé, ou quelques points ont été levés aujourd'hui? Au niveau de la condition féminine, parce qu'on sait que dans notre culture, les femmes sont Oui. On peut dire que les femmes, enfin, moi je parle au nom des femmes océaniennes, mais les femmes Kanak aujourd'hui, donc, ce sont des femmes qui vivent pleinement leur siècle et leur temps. Il suffit par contre pour nous de réfléchir à mieux donc, encadrer notre position dans les relations sociales qu'on veut continuer à faire perdurer, donc nos relations coutumières, et puis cette passerelle qu'on a dans nos libertés de femmes modernes aujourd'hui. Alors pour terminer, quels sont vos projets au niveau de l'association, et un numéro de téléphone peut-être pour que les femmes qui nous regardent puissent vous appeler si en cas de renseignement? Alors justement, donc à l'occasion de notre assemblée générale, je lance ici donc un appel à tous ceux et celles, parce que nous luttons pour la promotion de l'égalité des genres. D'accord. C'est un mot très savant. Les hommes et les femmes, alors. C'est un mot très savant, mais bon, nous essayons de faire de notre mieux pour que les hommes et les femmes donc, partagent donc la décision, les programmes de développement, etc. Samedi, donc, j'ai lancé un appel pour que toutes les bonnes volontés rejoignent notre groupe afin de travailler sur le prochain thème qui
qui a été décidé à Montréal. Le prochain thème, c'est sur la santé. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, un numéro de téléphone pour terminer. Oui, le 77 35 30. Voilà, donc c'est sur ce numéro qu'on se quitte. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à NCTV. Voilà, donc on passe à l'agenda du pays. Salut Davina, donc on te retrouve pour le premier agenda de cette semaine. Oui, salut Élise et bonjour à vous à la maison. Premier agenda et encore plein d'infos comme d'habitude. Bon, ben, tant mieux pour nous. Ben voilà, donc tant mieux pour vous et pour moi aussi. Donc on commence avec un concours photo organisé par les 3 provinces à l'occasion du 44e tour cycliste de Nouvelle-Calédonie. Oui, d'accord. Donc voilà, pour participer, il suffit d'envoyer donc votre photo qui illustre la pratique du vélo à l'adresse suivante, donc www.letourairfrance.nc et vous avez jusqu'au 30 septembre pour y participer. Cette photographie donc pourra mettre en scène un ou plusieurs vélos selon votre choix, sur un lieu connu ou pas. Voilà, c'est à vous vraiment de choisir ce que vous voulez mettre en avant. Le but, eh bien, c'est de sensibiliser les Calédoniens à la pratique du sport, et là du vélo notamment, donc de façon à inciter un peu les Calédoniens à faire du sport, n'est-ce pas Élise? On est en plein dedans nous. Et puis voilà, donc avis à ceux qui souhaitent participer. Voilà, donc avis, comme elle a dit, aux amateurs de photographie. Ensuite, on parle d'une soirée organisée en l'honneur des étudiants. Oui, Élise, donc voilà, on parle plus précisément du bal de l'étudiant édition 2014 qui se tiendra donc le 10 octobre de 19h à 3h du matin du côté de l'hôtel Le Méridien. Attention, les tickets sont en vente déjà à la maison de l'étudiant et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc si vous voulez y aller, il faut commencer déjà à s'y mettre et se renseigner. Et voilà. Surtout si vous avez bien travaillé, hein, parce que si vous n'avez pas bien travaillé, c'est pas la peine d'aller au bal, je plaisante. C'est pour tout le monde, je suis sûre qu'Élise va y aller aussi. Donc ensuite, je te propose de venir avec moi à Thio. Pour un petit week-end en tribu. On y va. Donc ça se passe du côté de Coiré le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21. C'est un week-end donc en tribu. Pour ceux qui souhaitent avoir un numéro pour avoir des infos, donc le 44 25 04, ça promet d'être intéressant. Il y aura plusieurs choses de proposer, notamment du tressage, des balades guidées et puis même de la pêche de crevettes en crique. Voilà, de nuit. Il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Et ensuite, direction Coné avec quelques petites infos pratiques. Oui, Élise, on commence donc avec les permanences du PIGE, donc point information jeunesse, qui est ouvert donc lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à midi et de 13h à 15h. Et puis le mercredi de 8h à midi et de 13h à 17h. Il se trouve en face de l'école des Flamboyants, à côté de la boulangerie. D'accord. Voilà. Et on reste cette fois-ci du côté de Coné et on parle des inscriptions à la cantine. Donc c'est très important, il faut être à l'écoute. Voilà, avis aux parents des enfants qui sont en maternelle et en cours élémentaire. Les inscriptions à la cantine pour l'année prochaine se déroulent déjà là. Attention, elles ne se font pas obligatoirement quand l'enfant change de classe. Il faut chaque année se réinscrire. Donc voilà, il faut vous renseigner du côté de la SAP, Service d'appui aux populations. Pardon. Donc voilà, le numéro de téléphone, le 47 30 86. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la SAP, ça fait partie de la mairie annexe du côté de Coné. Vous avez jusqu'au 10 octobre pour faire cette démarche. Voilà. Ensuite, on parle formation, si vous êtes intéressé du côté de Poya. Oui, alors on parle de la CAF et de l'association Omnisport de Népouy qui organisent ensemble donc une formation, comme tu le disais, aux fonctions d'animateur. Ça se passera du 13 au 20 octobre à Népouy en internat. Donc ceux qui souhaitent avoir des infos, il y a 2 numéros qui vous sont proposés, le 47 34 97 ou alors le 28 15 05. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez télécharger le dossier d'inscription au www.acaf.nc. La date limite des dossiers pour la remise est fixée au vendredi 19 septembre. Et puis il faut avoir au minimum 17 ans pour pouvoir participer. Bon, ben voilà un bon moyen pour nos amis étudiants de s'occuper pendant les vacances, tout en gagnant de l'argent de poche. Hein. Et c'est pareil que les jobs d'été, donc ça va bientôt arriver, n'hésitez pas. Et on termine avec des informations de coupure de courant. Ça aussi, c'est très important. C'est très important, oui, Élise. Il faut savoir qu'il y aura des coupures du côté de Marais sur les régions de Pénélo, Patho et Corinne demain de 8h à 15h.
Voilà, et puis il y aura aussi sur Yingen, dans la vallée de Tangen, aussi demain de 8h à 15h30 pour bien sûr entretenir les réseaux haute tension de ces régions. Voilà, bon, bah, voilà, l'appel est lancé, donc n'hésitez pas à écouter La Quotidienne. Et puis si vous avez envie d'envoyer des informations pour l'agenda des pays, n'hésitez pas à laquotidienne@nctv.nc et aussi on est présent sur Facebook, c'est ça? Oui, tout à fait Élise, n'hésitez pas, on attend vos informations. Merci Davina. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, le bodybuilding aujourd'hui est à l'honneur, donc une discipline pas très médiatisée et pourtant on a ici des champions. C'est vrai Elise, bonjour quand même et bonjour à tous. Alors ils font du bodybuilding, ils sont calédoniens et ils sont champions du monde ou figurent parmi les meilleurs mondiaux. Je parle bien sûr de Virginie Foucault, championne du monde du bodybuilding, ou encore Gilbert Foucault-Saint-Marie qui a terminé 3e durant les derniers championnats du monde. Voilà, ce sont sans aucun doute les références locales de la discipline. Alors si elle n'est pas médiatisée, c'est qu'elle rencontre des difficultés. Voilà, comme la plupart des disciplines et des sports calédoniens, Élise, le bodybuilding souffre du manque de soutien financier, l'absence de structure et plus précisément d'une salle conçue uniquement pour la discipline. Je dirais que n'arrange guère le développement d'une discipline qui a tout de même un niveau international. Dans l'avenir repose sur quelques clubs ici. Je propose d'écouter tout de suite les précisions du président du comité régional, Roland Chaudet. Actuellement, alors si on fait le point sur la saison 2014, on a 3 clubs sur la province sud. On a un club aux îles, notamment à Lifou. Et on va dire que globalement, à la clôture des licences de cette saison, on est à peu près entre 70 et 80 licenciés. Elle se porte bien, je dirais qu'elle se porte bien, mais elle pourrait se porter encore mieux. Au jour d'aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir motiver aussi bien les féminines que le secteur masculin. Il y a beaucoup de contraintes. C'est une discipline qui est très, très complexe et effectivement, beaucoup de gens en cours de route, on va dire, nous abandonnent. Mais globalement, on peut se satisfaire des résultats et du nombre de licenciés que nous avons régulièrement depuis quelques années. Les contraintes, c'est que actuellement, par exemple, si je prends le cas des féminines, entre le côté professionnel, le côté familial, plus après donner du temps à l'entraînement, à la période alimentaire qui est aussi importante que l'entraînement elle-même, obligatoirement on a des athlètes qui en cours de route n'ont plus le temps nécessaire ou alors les blessures, il y a plusieurs facteurs qui font que malheureusement on a des athlètes en début de saison et qui nous abandonnent tout doucement au fur et à mesure qu'on avance dans la préparation. Alors, s'ils ne disposent d'aucune salle de bodybuilding, où s'entraînent nos athlètes? Alors, Élise, bien qu'il n'ait aucune salle pour s'entraîner, les athlètes arrivent tout de même à garder la forme avec des entraînements dans des salles privées de sport ou de musculation. Mais le danger dans ce mode de fonctionnement, c'est l'encadrement. Voilà, car certains s'entraînent seuls ou d'autres avec un coach. Alors pour ceux qui s'entraînent avec un coach, je dirais que c'est tant mieux. Et pour les autres, eh bien, ils s'exposent à de gros risques. Le risque de s'entraîner dans le désordre sans un programme bien précis. Car prendre du muscle ne se fait pas en un clin d'œil. Elle ne se fait pas n'importe comment, surtout comme dans toute autre discipline, les athlètes ont besoin de s'entraîner avec des entraîneurs qui, selon la morphologie de chaque personne, devra adapter son programme ou en fonction de l'athlète et selon les parties du corps qu'il devra travailler, c'est-à-dire les cuisses ou les abdos ou les pectoraux. Mais voilà, l'encadrement et la salle, de manière générale, ce sont les principales difficultés que rencontre le développement du bodybuilding ici en Nouvelle-Calédonie. Donc des difficultés qui n'empêchent pas nos athlètes justement de se démarquer sur les scènes internationales. C'est le cas de Gilbert Foucault. C'est clair, voilà. En effet, Gilbert Foucault, c'est Monsieur Muscle. C'est comme ça qu'on le surnomme ici. C'est Monsieur Muscle avec un homme au palmarès assez balèze. On l'écoute.
Le palmarès, il débute il y a longtemps, mais bon, on va rapprocher un petit peu. 2008, champion de Calédonie, premier pas. Ensuite, on a fait 2009, champion de Calédonie, moins de 85, toutes catégories. Ensuite, on a eu médaille d'argent en 2008 au Tonga, au championnat du Pacifique Sud. Médaille d'argent à Tahiti en 2009 au championnat du Pacifique Sud. 10e au championnat du monde à Dubaï. C'était la première année que notre fédération organisait un championnat du monde. En moins de 85 kilos. 2010, j'ai fait vice-champion de Calédonie. J'ai fait vice-champion de Calédonie, vice-champion du Pacifique Sud et vice-champion en couple de Pacifique Sud aussi avec ma femme Virginie. Et ensuite, j'ai fait un moment de break qui m'a fait pousser l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait donc champion de Calédonie en moins de 85 kilos. J'ai fait médaille d'or au Tonga au championnat du Pacifique Sud. Et ensuite, on est parti au championnat du monde en Hongrie, où j'ai eu la chance de faire le podium. Donc j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde. Sur plusieurs heures d'entraînement, comme son corps, son palmarès s'est construit à l'entraînement avec d'énormes sacrifices effectués. Des sacrifices comme la nutrition, surveiller son alimentation, son hygiène de vie, comme pour perdre par exemple 20 kilos en l'espace de 3 mois. Il faut savoir qu'au mois de juillet, Gilbert Foucault, il était à 105 kilos et là actuellement, il pèse 85 kilos. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer le genre de sacrifice que l'on peut effectuer dans cette discipline, car il faut lutter avec la masse graisseuse. Car prendre du muscle sans prendre de kilos, c'est vraiment la problématique et les questions auxquelles devront faire face les bodybuilders qui organisent leurs séances d'entraînement, leur programme en fonction justement de ces besoins, de ce qu'ils doivent effectuer. Et c'est surtout la perte de kilos et la masse graisseuse qui revient à chaque fois dans leur programme et leurs séances d'entraînement. D'accord, donc des entraînements pour s'entretenir, mais surtout pour préparer les compétitions. Voilà, c'est surtout ça, je dirais que l'on s'entraîne, tu le fais bien de le rappeler, Elise, c'est pour les compétitions, c'est comme Gilbert Foucault, d'ailleurs nous sommes allés à sa rencontre, c'était durant un entraînement, il préparait le championnat de Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulé au Mont d'Or. Selon lui, selon Monsieur Muscle, comme on le surnomme, prendre 10 kilos de muscle ne se fait pas en un temps réduit, et je dirais que c'est même mission impossible. On l'écoute. Gilbert Foucault, début de l'interview. Les programmes au fur et à mesure de l'année changent. Moi je les change tous les 3 mois, ainsi que la diététique. On passe sur des phases complètement différentes de manière à pouvoir produire de la vraie masse musculaire. Alors il faut savoir, pour les gens qui ne connaissent pas, la masse musculaire, on ne prend pas 10 kilos de muscle comme ça. Pour prendre 10 kilos de muscle, il va falloir des années et des années de travail. D'accord ? Ma passion, elle est venue tout simplement avec le sport déjà proprement dit, puisqu'on est passionné de sport à la base. Moi, j'étais boxeur au début, quand j'étais un peu plus jeune, et en fait, la boxe m'a amené à faire de la musculation pour avoir un renforcement musculaire plus intense au niveau de la boxe. Et puis, de fil en aiguille, je m'y suis pris de passion, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient passionnés aussi, et je suis parti après sur de la compétition, donc j'ai un peu laissé tomber la boxe de côté pour me mettre complètement dans le bodybuilding. Alors le bodybuilding, c'est très simple, c'est vraiment une philosophie de vie. Pour quelqu'un qui veut faire de la compétition, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être passionné. C'est très difficile, on ne fait pas du bodybuilding comme ça parce qu'on en a envie. Je pense qu'on a des prédispositions physiques déjà,
Mais si on est bien suivi, si on a un bon entraînement et surtout si on est très motivé et avec beaucoup de courage, puisqu'il y a une hygiène alimentaire et une hygiène physique à adopter. Et le bodybuilding, ce n'est pas uniquement les 3 derniers mois avant la compétition, c'est toute l'année. Donc le bodybuilding, c'est ni plus ni moins que de travailler son corps, de travailler tous les groupes musculaires du corps avec des techniques complètement différentes vu les morphologies et les morphotypes de chacun. Et ensuite, pour arriver à un certain objectif, alors les objectifs ne sont pas toujours les compétitions, ça peut être aussi un objectif visuel, ça peut être aussi par rapport à un métier, ça peut être aussi par rapport à un autre sport, voilà, comme j'ai pratiqué moi au départ. Moi j'avais en fait une facilité à prendre plus du galbe, on va dire du galbe, c'est les termes un peu techniques, galbe musculaire au niveau de la partie haute du corps, donc pectoral, deltoïde, épaule, voilà. Et ensuite j'avais un peu plus de mal au niveau des cuisses et au fur et à mesure des années j'ai essayé de perfectionner mon défaut parce qu'on a tous plus ou moins un défaut et lorsqu'on fait du bodybuilding le problème c'est que les juges ils sont intransigeants et les défauts on les voit tout de suite. Donc surtout lorsque on a on va dire une sèche musculaire très stricte, donc les défauts s'accentuent encore plus lorsqu'on est bien sec. Alors, les critères au niveau des juges, il y a 4 grands critères. Il y a la sèche déjà, hein, la sèche musculaire. Donc là, il faut un minimum de masse adipeuse, donc de masse graisseuse. Il y a la symétrie, donc il faut que la personne soit aussi bien, la patrie, si on coupe la personne en deux, il faut qu'elle soit symétrique aussi bien à droite qu'à gauche, d'accord ? Il y a la densité musculaire, la densité c'est la dureté du muscle, et puis il y a le volume musculaire. Donc il faut être en bodybuilding, si on veut résumer, il faut être très gros, très sec, et très dense. Les pectoraux, je pense que j'ai une génétique qui fait que je ne les ai pas plus travaillés que quelqu'un d'autre, mais j'ai une génétique qui fait que j'ai vraiment une cage thoracique assez imposante. Alors en fait au niveau du programme diététique, alors il y a donc la partie prise de masse hors saison, donc qui va être une partie où on va justement demander au corps de prendre un maximum de volume. Donc là on va favoriser beaucoup les hydrates, on va favoriser beaucoup les glucides, les lipides aussi, dans des proportions qui vous sont bien définies, puisque quelqu'un qui va faire 70 kg et quelqu'un qui va faire 100 kg, on ne va pas lui mettre les mêmes proportions. Ensuite vient la partie donc de sèche, ce qu'on appelle la sèche, donc la préparation avant la compétition. Suivant les personnes, on démarre soit 4 mois, soit 3 mois avant. Tout dépend là aussi du morphotype de chaque personne. Il y en a qui perdent très vite, d'autres qui ne perdent pas très vite. Donc on va prendre plus de temps sur les gens qui vont avoir du mal à perdre. Et là, on va beaucoup réduire les quantités et surtout beaucoup les hydrates, ainsi que les glucides, ainsi que les lipides. Par contre, on favorise un maximum les protéines. Donc là, on va augmenter les protéines, justement, et on va réduire un petit peu les hydrates. Et au fur et à mesure du temps, on va en même temps évaluer. Alors si la personne elle est coachée par quelqu'un, eh ben, régulièrement, il va le voir, il va lui refaire éventuellement un programme de musculation et surtout un programme diététique. Donc on va réévaluer quasiment les 6 dernières semaines avant le concours, c'est toutes les semaines. Il faut voir la personne toutes les semaines parce que le corps il change toutes les semaines. Donc ensuite, on peut acquérir environ 2 kg à 4 kg de masse pure par an. Donc pour ça, il faut prendre des fois 10-12 kilos. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre un peu de gras pendant l'hiver pour justement qu'il reste vraiment la partie sèche après en période de compétition ou en période d'été pour les gens qui veulent un petit peu maigrir pendant l'été. Donc moi, j'arrive à la salle, en fait, je m'entraîne 6 jours sur 7 et je travaille chaque groupe musculaire tous les jours différemment.
Donc un jour je fais les pectoraux, un jour je fais les jambes, un jour je fais les bras, ainsi de suite. Je vais suivre un petit peu mon parcours à moi, puisque moi j'estime que, je pense que dans toute discipline, hein, on n'arrive pas dans une discipline comme ça, on ne connaît rien. Donc je pense que déjà il faut être vraiment, vraiment bien entouré. Donc prenez des gens autour de vous qui sont compétents, qui ont déjà plus ou moins soit un palmarès, soit des années de pratique, et vous ne démarrerez pas et vous ne perdrez surtout pas de temps. Donc j'aurais tendance moi à dire, prenez un coach, même si des fois c'est un petit peu onéreux, mais vous vous y retrouverez. Faites-vous faire un programme de musculation, faites-vous faire un programme diététique, surtout si vous voulez vraiment, vraiment avoir des progrès. Sinon vous allez perdre du temps, vous allez perdre des années, et je pense qu'en plus vous pouvez aussi vous faire très mal. Voilà, impressionnant de voir comment ils ont réussi à sculpter leur corps. Hein. Avoir un corps de rêve, mais voilà, c'est le fruit de plusieurs années d'entraînement et plusieurs heures aussi à soulever des poids et puis à s'entretenir. Et puis voilà, avec derrière pas mal de sacrifices financiers, pas mal de sacrifices, je dirais, non pas financiers, mais des sacrifices au niveau de la nutrition, parce que voilà, tu surveilles ton alimentation, tu fais attention à ce que tu manges. Et au niveau de l'hydratation aussi, il ne faut pas boire, je dirais, de la boisson. Voilà, des litres d'eau, puis des litres d'eau à longueur de journée, parce que perdre de l'eau aussi au niveau des pectoraux, c'est aussi l'une des étapes assez difficiles quand même pour un bodybuilder, surtout quand il approche une compétition ou un championnat, il faut qu'il soit très, mais je dirais il faut qu'il soit sec, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose, c'est le premier critère qui est vérifié et jugé donc, par les personnes qui composent le jury. Ils regardent si le bodybuilder est sec. Donc du coup, il faut perdre beaucoup de masse au niveau de l'eau et des pectoraux. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais voilà, il faut être sec. En gros, il faut être sec. C'est difficile parce qu'on nous dit de boire de l'eau et puis là, pour le bodybuilding, il ne faut pas boire de l'eau. Bon, oui, on va dire qu'on va essayer de comprendre. C'est tout le dilemme du sport. Voilà. Alors, une petite question, bodybuilding, haltérophilie, c'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose, en effet, Élise. Alors, ce n'est pas la même chose tant au niveau de la performance, mais également au niveau de la pratique. Mais malgré tout, ils ont tout de même un point commun, c'est-à-dire c'est de soulever les poids. Mais voilà, je propose d'écouter tout de suite les précisions et la réponse toujours de Monsieur Muscle, Gilbert Foucault. L'haltérophilie, c'est vrai qu'on a tendance à parler d'haltérophilie et de bodybuilding parce qu'il y a des poids, il y a des disques, il y a des barres. Donc automatiquement, on se dit, bon, quelle est la différence? C'est très simple. L'haltérophilie, c'est une discipline où on va en fait travailler directement sur une barre visuelle avec des poids et la position, c'est de l'amener au sol jusqu'au-dessus de la tête. Le bodybuilding, lorsqu'on est sur scène, on n'a pas de poids du tout, c'est juste le physique. Nous, les barres et les poids, ils sont utilisés uniquement pour travailler notre corps et travailler nos muscles, pour développer notre corps. Mais sur scène, c'est uniquement des poses, c'est uniquement une chorégraphie sur une musique, c'est tout. Donc voilà, Elise, c'est sur ces précisions que l'on va se quitter, mais j'aimerais tout de même faire une petite mise en garde, tu sais, par rapport à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur le net, avec des publicités qui te proposent en l'espace d'un temps réduit. Il y en a qui te proposent en l'espace de 2 mois ou de 3 mois. Comment avoir des muscles. Voilà, comment avoir un corps de rêve, comment faire sortir tes abdos, comment avoir ce que l'on vient de voir, ce que l'on a vu dans le reportage. Donc voilà, faites très attention, parce que quand j'ai eu ce petit entretien avec Gilbert Foucault, il le dit bien, en plus, avoir 10 kilos de muscles, ça ne se fait pas en un clin d'œil. En 3 mois, déjà, c'est pas impossible, mais ça demande pas mal de sacrifices derrière au niveau de la nutrition. Voilà, si tu as l'habitude de prendre 300 grammes de riz au déjeuner le soir, voilà, ces 300 grammes-là seront réduits à un petit 100 grammes, ou voire même un peu moins. Donc du coup, c'est pas mal de sacrifices à faire derrière pour vous dire, faites quand même attention. Et voilà. C'est un peu pareil que les publicités quand on veut faire du régime. Voilà, c'est ça. C'est un peu pareil, donc il voilà. faut faire attention. Il n'y a pas besoin de manger plein de vitamines. Voilà, et de suivre. Équilibré, de toute façon, il n'y a pas de secret à l'entraînement. Je veux dire, le fruit du travail sur le terrain, c'est ce que tu récoltes le fruit de ce que tu as planté à l'entraînement, tout simplement. Tu t'entraînes bien,
tu auras des beaux résultats. Et si tu vas avoir un corps de rêve comme celui déjà de Gilbert Foucault. Je pensais que tu allais dire le tien. Écoute, si vous voulez déjà avoir mon corps de rêve, c'est beaucoup d'eau la journée. Et puis manger du riz le soir, puis des pâtes à midi. Et puis n'oubliez pas la petite pomme en fin de repas. Je préfère suivre les conseils de Gilbert Foucault. Merci Jamie. Merci Elise et merci à tous. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour la rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc on parle vacances, pas les nôtres bien sûr, mais celles des adolescents. Et oui, Élise, bonjour. Ça viendra. Voilà. Bonjour et bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à un camp d'ado cette fois-ci, Élise? C'est parce que, voilà, on sait tous que cette période-là, elle n'est pas évidente. Ouais. Hein, voilà, on se construit, on se cherche. Donc, je me suis dit, tiens, le petit camp de vacances doit aider, justement, le jeune à passer ce cap et puis à lui permettre aussi de se changer les idées. Effectivement, et c'est vrai que l'adolescence, c'est pour certains, on va dire pour certains jeunes, c'est un moment à vivre qui n'est pas toujours évident. Pour les jeunes, bien sûr, pour les parents également. Et là, les parents doivent être attentifs à l'écoute et accompagner justement au mieux leur adolescent durant cette période de transformation. Ah, c'est vrai, parce que voilà, tu l'as dit, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué selon les personnalités, selon les caractères, c'est vrai. Et donc, voilà, on change physiquement. Il y a ce changement physiologique aussi qui nous perturbe. Voilà. Donc, chez nous, par exemple, les adolescents, c'est le moment où les papas et les mamans commencent à nous dire voilà, de travailler, d'aller justement faire comme maman, laver la vaisselle, commencer à apprendre à faire du riz, aller travailler au champ. Ouais. Après, c'est la période aussi où on s'amuse. Par exemple, pour les garçons, quand ils passent de l'adolescence à l'âge adulte, il y a le fameux passage du rasage. Oui. Sans que ça, les garçons, il y a une coutume à faire aussi. Donc, c'est vrai que l'adolescence, c'est, on va dire que c'est peut-être un peu différent chez nous, mais c'est à peu près la même chose, quoi. On passe à l'âge adulte, mais on apprend aussi déjà à faire toutes les tâches quotidiennes à la maison déjà. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, quand tu parles de la barbe, justement, ça me rappelle de copains à l'école voilà, qui portaient la barbe pendant très très longtemps, qui ne se rasaient pas. Et maintenant, voilà. Et j'ai su après coup que c'était à cause de ça. Donc, le fait de temps en temps de parler, ça me rappelle des souvenirs. Alors, si tu veux, bien évidemment, c'est différent pour chacun. On l'a dit tout à l'heure. Moi, je sais que voilà, j'étais insouciante. J'aimais bien voir les amis, écouter de la musique. Bien évidemment, comme toi, j'apprenais aussi à m'occuper d'une maison et puis à apprendre à cuisiner. Bon, c'est vrai que chez nous aussi, c'était le moment où on s'amusait beaucoup. Alors, en quoi le camp de vacances peut-il être justement un endroit où l'adolescent peut se construire et s'épanouir? Et moi, j'ai envie de te dire que le fait d'aller en camp de vacances, ça va lui permettre de découvrir de nouvelles choses. Donc, du coup, il va se changer les idées et puis il va apprendre. Donc ça, c'est plaisant quand même. Donc, il va faire des choses qu'il n'a jamais faites et puis il va aussi rencontrer des nouvelles personnes et puis ça va aussi lui permettre de faire un apprentissage loin de ses parents. Effectivement. Pour voir comment ça se passe. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut être proposé pendant une semaine de vacances? Alors pour commencer, j'ai envie de te dire que déjà, un centre de vacances peut être considéré comme un lieu, si tu veux, dédié à l'éducation de l'enfant, au même titre que la famille et l'école. Donc tu te doutes bien que chaque animation va avoir un but pédagogique. Voilà, elles sont réfléchies dans ce sens-là, si tu veux. Donc pour te donner quelques exemples, ça peut être de l'échange de savoir, par le biais des contes ou des veillées le soir. Ça peut être également la réalisation d'objets traditionnels avec les vieux, pour privilégier justement cet échange et puis cette transmission aussi entre générations. Et puis ça peut être une balade tout simplement, une randonnée pour découvrir un peu la nature, la faune et la flore, des jeux aussi pour apprendre et puis du sport tout simplement pour se défouler. Effectivement, c'est vrai que c'est bien les activités proposées par les équipes d'animation. En plus, elles sont variées. Il y a du culturel, de l'artistique, du loisir, du sport. Et j'ai entendu dire
qu'il y a même aujourd'hui des camps itinérants. Oui, alors justement, le camp itinérant, ce qui est génial, c'est que chaque jour ou tous les 2 jours peut-être, ils changent de lieu. Donc ils peuvent découvrir une région comme ça, sur un temps donné, quoi. Donc c'est sympa. Comme ça, il n'y a pas d'ennui. Voilà, c'est bien pensé, je trouve. Et puis c'est un moment d'apprendre à se responsabiliser, genre plier le camp, ranger ses affaires, être prêt lorsqu'il faut se lever pour changer de camp. L'air de rien, les adolescents apprennent à se responsabiliser et à gagner en autonomie. Exactement, Élise. Et au-delà du fait que le camp de vacances, si tu veux, favorise l'épanouissement et le bien-être du jeune, il y a aussi, si tu veux, la notion de divertissement qui reste quand même agréable, et très présente dans les camps de vacances. Alors, tu sais qu'il y a plusieurs associations qui organisent, en fait, à chaque vacances, pas mal de camps, en fait. Et c'est pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans, voire parfois plus, ça va jusqu'à 21 ans. D'accord, donc les jeunes se retrouvent, les jeunes du même âge ou c'est différents, différents groupes? Et ben en fait, ils se retrouvent en groupe d'âges différents, donc ça peut être les 10-14 ans ensemble, les 12-14 ans, ou bien les 14-18 ans, ou les 18-21 ans. Voilà, ça se passe comme ça. Alors moi, je te propose, Élise, qu'on aille à Ouaté, parce que figure-toi... Ouais, tu connais? Tribu, ouais, je connais. Tu connais? Ça va faire plaisir de revoir justement des images de la tribu, puisque à l'ancienne école en fait, ils ont donc créé un centre donc d'hébergement où ils accueillent des jeunes en camp de vacances. Donc là pour le coup, on va donc rejoindre des jeunes qui font partie donc de la FAPEP. Alors la FAPEP, pour préciser à nos chers téléspectateurs, il s'agit donc de la Fédération des associations de parents d'élèves du privé et du public de Wailou. Voilà, donc au programme il y avait plein d'activités ludiques, échanges et transmission de savoir-faire. Donc on va découvrir tout de suite le reportage de André Ravel. Nous sommes ici à la tribu de Ouaté et c'est la classe de découverte de Ouaté, une structure qui a été mise en place par cette tribu qui a bien voulu nous accueillir. En fait, nous sommes venus de Wailou parce que nous nous sommes dit qu'il serait bien aussi qu'on ait une rencontre ou un vécu avec une tribu de la côte ouest, permettre à nos enfants de venir en découverte de la tribu, de partager, d'échanger. Et puis ce que ça peut apporter aux enfants, c'est de découvrir autre chose, de vivre autre chose et puis de toujours s'enrichir personnellement. Parce que les jeunes, comme les enfants, ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin aussi d'avoir des repères, une ligne à tenir. Et donc c'est en ce sens aussi que la FAPEP a voulu aussi, veut développer aussi des actions avec les jeunes. Aujourd'hui, on montre aux gosses ce que les arrière-grands-pères font dans le temps. Et aujourd'hui, je me rappelle encore comment ils font les fronts. Et puis là, on n'est pas rentré quand il faut faire les arbalètes pour la chasse aussi. Là, c'est la poche de la poche. Ça, c'est ce qu'on appelle le fond. Voilà. Et ici, là, ça, c'est la poche pour mettre les cailloux. Ici. Là, il manque encore une partie. C'est intéressant de savoir ce qu'ils faisaient nous. Parce que c'est un peu comme tout peuple, ils ont des vestiges, ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre, ils ont des richesses que d'autres peuples n'ont pas. Mais nous, avec des vieux à ressources, on essaie de refaire venir la façon de vivre, la tradition, comment nos civilisations ont perdu tout ça. Il faut couper la racine de bagnon, après tu enlèves la peau, après tu laisses sécher jusqu'à que c'est sec, après tu dois tresser pour
pour faire la fronde. Voilà, ici. Et tu fais comme ça. Et tu mets le caillou ici, là aussi plat. Et puis tu puises, je sais pas, les cocotiers. Ces camps-là, c'est important d'une part parce que d'abord, par la proposition en fait, de différents ateliers culturels, les enfants ils s'imprègnent plus des valeurs culturelles, surtout aujourd'hui parce qu'en fait c'est les anciens, par exemple la fronde qui a été proposée par Pépé François. Et ben, il y a beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était qu'une fronde en fait. Comment on faisait nos vieux avant pour les arcs et tout. Le personnel d'encadrement du centre de vacances avec les jeunes à Ouaté est composé de 3 animateurs. Il y a le directeur, plus 2 animateurs et un stagiaire. Le reste de l'encadrement est apporté par la tribu de Ouaté au travers des intervenants. Et nous avons la chance aussi d'avoir les cuisinières de Ouaté qui nous préparent les repas de midi et du soir. Concernant l'organisation, en fait, on a fait un planning avec différents ateliers culturels que nous proposons donc au centre de vacances. Donc, par exemple, là, depuis lundi, il y a eu déjà l'accueil coutumier avec les anciens de la tribu. Il y a une visite de la tribu avec notre guide Jade Naouna. Ensuite, il y a différents ateliers culturels tels que le tressage, l'atelier fronde, l'atelier tressage de paniers en feuilles de cocotier, l'atelier jardin biologique et il y a la randonnée qui se fera demain. 2 tapes sur une épaule, sur l'épaule par exemple gauche, c'est l'unité, ça fait 2. 5 tapes par exemple sur le haut de la tête, 5 ça fait 5 tapes, ça fait 5. On a la dizaine. Et puis par exemple 3 tapes sur l'épaule droite, c'est la centaine, ça fait à faire 3. Donc on a 253. Et c'est ce chiffre-là qui doit partir de la fin jusqu'au premier. Allez, j'écoute. Nous 712. Oui, et puis toi 769. Ouais, vous avez toujours gagné. Hein. On est des champions. L'équipe qui était là-bas, elle vient ici. L'équipe qui était ici, elle va là-bas. Voilà, donc grâce à ce camp, les ados sont sortis de leur environnement habituel, on va dire peut-être sortis de chez eux parce que, je veux dire, quand ils viennent d'une autre tribu à une autre tribu, c'est un peu le même environnement, sauf qu'ils sortent de chez eux pour découvrir un peu la côte ouest. Et puis, dis-moi, est-ce que dans le centre de Ouaté, justement, est-ce qu'il est prévu d'organiser des classes découvertes? Eh bien oui, figure-toi Élise, parce que c'est un petit peu l'objectif d'accueillir, en plus donc, des jeunes qui sont en centre de vacances, des élèves. Donc voilà, des classes pourront venir y passer un séjour et puis profiter aussi de
tout un tas d'activités en lien avec la nature, en lien avec les traditions, en lien avec les savoir-faire traditionnels. Donc je peux te citer quelques exemples si tu veux. Elle en a parlé à Marguerite Naouna dans le reportage, mais il pourrait y avoir, tu vois, la cuisine traditionnelle, la réalisation de monnaie kanak, la pêche, de la sculpture, tu vois, ça peut être très varié. En tout cas, c'est une bonne idée pour justement, dans la rubrique C'est bien chez nous, on n'arrête pas de parler de préserver notre patrimoine. En tout cas, là, c'est une bonne idée. Et puis surtout pour les jeunes en fait qui n'ont pas grandi un peu à la tribu, on va dire, on ne sait voilà quoi, on ne sait pas vraiment comment se déroule le quotidien des habitants. Et puis grâce à ces séjours justement à l'ancienne école de tribu de Ouaté, par exemple, les jeunes reprendront contact justement avec leur origine, leur tradition. Bon, après, on va dire qu'il y a des jeunes qui vivent en ville, mais qui retournent à la tribu le week-end. Donc, du coup, pour certains, on va dire ça. Oui, donc de toute façon, la culture, elle reste présente, quoi qu'il en soit, c'est vrai. Et tu sais, il y a une autre notion aussi qui est intéressante au centre de Ouaté, c'est la sensibilisation, si tu veux, à l'environnement. Donc, on y parle aussi des problèmes environnementaux. C'est bien ça. Oui, il y a également une sensibilisation au développement durable. Il y a un sentier aussi de forêt humide qui a été aménagé par les élèves du lycée de Pointe-Boute. On aura l'occasion de le voir bientôt dans l'émission La Quotidienne. Donc, tu vois, il y a plein de projets intéressants. Et puis, on sait que dans les camps de vacances, on vit, on va dire, nous déjà, on vit en communauté. Oui. Donc, chez nous. Donc avec ces camps de vacances, on va dire qu'on est habitué à vivre dans ce genre d'environnement. C'est juste qu'avec les nouvelles activités, on découvre de nouvelles activités à faire avec je veux dire, avec la communauté, quoi. De toute façon, quand on fait des camps de vacances en tribu, c'est un peu les gens qu'on connaît, c'est un peu les gens des églises. Donc du coup, voilà, qu'on se retrouve toujours en communauté. On va dire qu'on a l'habitude de se retrouver. De la vie en groupe, et puis du partage des tâches, en fait. Et ça, tu sais, c'est une grande force, en fait. Puisque pour certains enfants, c'est pas le cas. C'est vrai. Et lors de ces camps de vacances, justement, ils apprennent. Ils apprennent la vie en groupe, ils apprennent justement à partager les tâches, à se responsabiliser, évidemment. Pour le coup, c'est un peu la continuité. Et puis, ils apprennent aussi à échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc, d'ailleurs, il y a des amitiés qui peuvent naître grâce au camp de vacances. Et puis, ils peuvent aussi prendre confiance en eux, parce que on te charge souvent d'une mission, parfois, lors d'un camp de vacances. Et c'est vrai que si tu arrives à faire ce qu'on t'a demandé, c'est comme une gratification. C'est une fierté, Alors, il y a des jeunes aussi qui préfèrent se diriger vers le scoutisme. Ils apprendraient justement à prendre des responsabilités, faire preuve d'initiative. Oui, alors tu fais bien d'en parler, Lise, que c'est vrai que les scouts, en fait, ont vraiment, apportent une grande importance, si tu veux, à cette vie ensemble. Donc, on dit même que c'est une école de la vie, en fait, le scoutisme. Et si tu veux, pour te donner quelques exemples, et à nos chers téléspectateurs aussi, quelques exemples de valeurs qu'ils développent, c'est justement l'amitié, l'égalité et puis la solidarité. Alors, j'ai entendu justement qu'il y a des groupes au pays, j'en ai entendu qu'il y en a à Ponerewan, donc la commune là où j'ai grandi, et puis aussi à Yengen. Oui, exactement, Élie, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais qu'en feuilletant le fameux guide EPO tes vacances en province Nord, figure-toi que j'ai trouvé des petites informations qui vont certainement vous intéresser, chers téléspectateurs, et puis certainement toi aussi, Élise. Alors, il faut savoir que le groupe de Ponerewan, il organise donc du 12 au 19 octobre dans la vallée de Napwepa, donc c'est à Ponerewan, un camp sous tente, donc pour les 12-21 ans. Et donc pour se renseigner, chers téléspectateurs, vous pourrez composer le 91 40 78. Voilà, vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez. Et je suppose que le groupe de Yengen aussi organise quelque chose. Oui, alors le groupe, bien évidemment, de Yengen organise des camps en octobre et puis en décembre prochain. Également. Donc pour des détails, il faudra donc appeler le numéro suivant, le 91 92 29. Ça c'est donc le numéro pour la province Nord, pour joindre le groupe de la province Nord. Et pour celui donc de la province Sud, Élise, il faudra composer le 28 14 00. Voilà. Alors il faut savoir que dans un groupe, il y a environ une dizaine d'enfants, donc ça va. Alors si on n'a pas envie de tenter l'aventure
coûte. Est-ce qu'il y aurait d'autres camps de vacances pour le mois d'octobre? Oui, alors toujours dans ce fameux guide EPO, tes vacances en province Nord, qui avait été publié l'an dernier, en fin d'année, est proposé donc bien évidemment d'autres activités. Alors on a l'association donc pour l'animation et la formation des jeunes de Wailou, qui organise un camp au mois de décembre, Élise. Un camp donc toujours pour les ados, c'est sur la côte ouest. Donc pour des renseignements, il faut composer le 91 36 17. Alors est-ce que la Fédération des associations des parents d'élèves du privé et du public donc de Wailou, la FAPEP, c'est ça, organise d'autres camps pour ados? Oui, alors c'est vrai qu'on les a vus justement dans le reportage, et c'est vrai qu'ils organisent encore un prochain centre pour les ados. Donc cette fois-ci, c'est bien évidemment avec hébergement. Pour les 12-14 ans, la capacité d'accueil, elle est de 40 enfants. Voilà, ils vont partir donc pour 10 jours. Alors pour se renseigner, vous pouvez composer le 42 51 66. Alors finalement, quels sont les objectifs de l'association? Je te pose cette question parce que dans le guide EPO Tes vacances, justement en province Nord, les associations précisaient leur objectif en termes d'éducation pour permettre justement aux parents et aux enfants de faire un choix. Oui, ça c'est vrai que c'est important justement que l'enfant choisisse avec ses parents justement ces activités pour les vacances. Comme ça au moins quand il ira en camp de vacances, il sera ravi d'y aller, il aura la joie au cœur, on va dire ça comme ça, son esprit sera ouvert, voilà, et disponible pour la découverte et la rencontre. Alors pour répondre à ta question Élise, le credo en fait de la FAPEP, cette fameuse fédération, c'est donc d'améliorer les relations entre établissements, ce que tu as vu, c'est les établissements privés et publics qui se sont réunis à travers les associations de parents d'élèves. Et puis, il souhaite aussi accompagner, si tu veux, l'intérêt de l'enfant dans le cadre de sa scolarité. Et puis, de contribuer, bien évidemment, au développement de l'enfant et puis à son épanouissement, à sa socialisation. Donc, tu vois, des beaux projets éducatifs. Et est-ce que tu as repéré un autre camp de vacances pour ados? Oui, un petit dernier, Élise, pour finir. Alors, il s'agit de l'AFAX. Alors, pour préciser ce sigle à nos chers téléspectateurs qui le connaissent forcément, certainement, l'association donc pour la formation et l'animation culturelle et socio-éducative organise donc en octobre prochain un centre de vacances sur le thème vivre sur un îlot, Élise. Ça me tente bien, moi. C'est trop super. Tu vois un peu. J'irai, moi. Non, j'ai plus l'âge. Du feu, du poisson pêché juste à côté. Comment apprendre à faire du feu et puis manger du poisson pêché à côté, franchement ça va être top quand sur la cabane. Voilà, sur la cabane, dormir sous les étoiles. Exactement. Alors numéro de téléphone? Oui, on va quand même le donner pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Alors il faudra composer le 89 16 01. Alors comme toute chose, envoyer son enfant en camp de vacances doit avoir bien sûr un coût. Et oui Élise, alors je n'ai pas... c'est clair, tout se paye, voilà. Maintenant, j'ai pas, si tu veux, le tarif exact de chaque camp de vacances. Je peux donner une fourchette, si tu veux, de prix. Donc, voilà, ça peut être aux alentours de 12 000 francs. Ça peut monter jusqu'à 20 000, voire plus parfois. Donc, c'est un budget quand même. Mais il faut quand même rassurer les parents. Sachez qu'il y a quand même des aides financières qui existent en province Nord. Donc, pour ça... Voilà, pour les enfants boursiers, donc il faut se renseigner auprès donc, de la direction de la formation et de l'insertion professionnelle en province Nord, la DEFIGE. Alors pour cela, vous pouvez composer le 47 72 27 et demander donc le service des bourses. Comme ça, vous aurez tous les renseignements nécessaires pour profiter de cet avantage-là. Et puis aussi, tu sais, Élise, que la CAFAT, il donne aussi des aides voilà, aux foyers, si tu veux, qui ont des revenus modestes. Donc il ne faut pas hésiter non plus à se rapprocher d'eux. Et pour cela, il faudra donc composer le numéro suivant, le 25 58 07. Voilà, donc merci Marie-Hélène pour toutes ces informations et puis tous les rendez-vous pour que les parents justement puissent inscrire leurs enfants en colonie de vacances. Merci. Avec plaisir Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors, pour notre rubrique gastronomique, je vous propose de parler salade. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on adore la salade verte, la salade de concombre, la salade de carottes ou encore de crevettes. Mais aujourd'hui, c'est la salade russe qui est à l'honneur. Donc, c'est une salade composée de légumes accompagnée d'autres aliments ainsi que liée à la sauce mayonnaise.
Dans les autres pays, on l'appelle salade olivier, par exemple aux États-Unis, en Ukraine ou en Iran. Ici, la salade russe, chacun l'a fait à sa façon, mais je vous propose de regarder ce reportage. Bonjour à tous les téléspectateurs. On va vous préparer une recette aujourd'hui, donc une entrée froide. Ça sera une salade russe d'avocat et crabe. Une salade russe, c'est une macédoine de légumes mélangée avec une mayonnaise très épaisse et qu'après on peut décorer avec des œufs durs, des anchois, des légumes coupés et autre chose. Donc dans le même esprit, on va créer à la place de la mayonnaise une crème d'avocat qu'on va donc écraser et monter en pommade. On a un peu de moutarde de Dijon, des poivres roses en grains, ça sera pour la décoration, du gros sel citronné, ça sera pour la décoration aussi. On a besoin d'un peu de courgettes, pommes de terre, petits pois, carottes, un peu de citron, de la chair de crabe, quelques jolies feuilles de salade pour décorer l'assiette, huile d'olive, poivre, et un peu de tabasco pour donner un côté pimenté. Alors, nos légumes sont déjà découpés, mais on va vous montrer quand même rapidement une petite découpe. Donc pour la courgette, la pomme de terre, les carottes, les dimensions sont les mêmes, on fait des petites tranches. On va les faire en petits dés donc réguliers. On les fait comme ça. Pour la carotte, qui est un légume un peu dur, ce qu'on fait, on le coupe d'abord une tranche, on le met à plat, comme ça au moins il ne va pas vous glisser dans la main. Donc voilà, une fois découpé vos légumes, on va les plonger dans de l'eau salée. On commence par les carottes, qui sont un peu plus dures, et par les pommes de terre. La cuisson est assez rapide, donc ça sera dans les 5-6 minutes dans la totalité. Entre-temps, on va récupérer la chair de notre avocat. Il faut choisir un avocat qui soit assez mûr, et on va l'écraser avec une fourchette. L'avocat est un légume, un fruit assez fade, donc on va assaisonner avec un petit peu de sel. On mettra un peu de poudre de yuzu. C'est une poudre d'un citron japonais. Ça donne un petit parfum un peu prononcé. On y mettra une cuillère de moutarde. Et là, on va procéder comme pour une mayonnaise. Donc voilà. On va ajouter les légumes qui sont en train de cuire. Donc les courgettes. Et les petits pois. Un petit peu de citron. On continue à mélanger notre petite crème d'avocat. On y met un peu d'huile d'olive. Ça va le rendre un peu plus lisse. On va ajouter un petit peu de tabasco. Un petit peu de poivre, du Vanuatu de préférence, qui est très parfumé. Et voilà notre base d'avocat qui est prête. On va maintenant mélanger nos légumes qui sont prêts et goûter à notre crème d'avocat.
Et voilà, on va procéder au dressage de l'assiette. On va disposer quelques feuilles de salade. Celle-ci, c'est une salade japonaise qui a un goût qui rappelle un tout petit peu la roquette, donc un petit peu d'amertume, c'est très très bon. On va utiliser un cercle inox ou d'une forme différente pour pouvoir garder notre macédoine de légumes. Comme vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop épais, mais pas trop, non plus trop liquide. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose qui reste ensemble une fois qu'on le met dans l'assiette. Et on va utiliser donc la chair de crabe. Le crabe a été bouilli en avance, évidemment, nettoyé, dépioté. On va découper quelques rondelles de citron pour pouvoir donc décorer l'assiette. On va utiliser du gros sel citronné. On trouve dans les commerces, ce sont des cristaux de sel. C'est décoratif, ce n'est pas une obligation, c'est juste décoratif. Et du poivre rose de Moindou. Pour la décoration, un filet d'huile d'olive. Et un petit peu de poivre. Et votre entrée est prête. Et bon appétit bien sûr. Bonjour Camille, alors tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tour au quartier du Faubourg Blanchot. Alors le Faubourg Blanchot, est-ce que tu sais quel nom il portait avant? Pourquoi il avait un autre nom? Oui, je savais pas. Exactement. En fait, le Faubourg Blanchot portait le nom de vallée de l'artillerie. C'est juste en 1872 qu'un fameux monsieur Blanchot va faire l'acquisition de la quasi-totalité des terrains de la vallée. Et au moment de la vente de ces terrains, donc 2 ans plus tard, en 1874, eh bien, il va faire des annonces. Et sur les annonces, il va marquer terrain du Faubourg Blanchot. Et c'est à partir de là que le quartier va changer de nom pour le quartier du Faubourg Blanchot. Mais qui était réellement cet homme? Alors, cet homme, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. D'après les recherches menées par l'association de témoignages d'un passé, eh bien, cet homme est né en France en 1830 et il est venu s'installer en Calédonie avec sa femme en 1864. D'accord. Ils ont débarqué sur l'île à bord du bateau Isis et à son arrivée, ils ont acheté un terrain au quartier du Faubourg Blanchot qui ne portait pas encore ce nom-là à l'époque et il a acheté un terrain, il y a fait construire une ferme qui s'appelait en fait Château Bellevue. Le couple, eh bien, ils auront une fille qui portera le nom de Marie Blanchot. Et donc sans descendance, eh bien, le nom va se perdre. Néanmoins, la famille, eh bien, on sait que cette famille était assez proche des pauvres et travaillait en fait avec l'Église. D'ailleurs, Marie Blanchot, donc la fille, est à l'origine de l'arrivée de l'installation des petites sœurs des pauvres à Nouméa. Alors revenons justement au quartier, Monsieur Blanchot a donc vendu ses lots. Aujourd'hui, il reste combien de maisons coloniales? Eh bien aujourd'hui, il reste à peu près 72 maisons coloniales qui ont survécu à cette époque. Et il faut dire que les maisons aujourd'hui portent le nom bien, des familles qui occupaient les maisons dans les années 1930. Alors concernant le tour du Faubourg Blanchot, un tour touristique, eh bien, il n'y en a que 60 qui font partie du circuit du Faubourg Blanchot, donc proposé par l'association Témoignages d'un passé. Alors parle-nous un peu de cette association. Alors oui, pour revenir, l'association
l'association a été créée en 1975. Alors, depuis, eh bien, elle s'efforce d'inciter les autorités à agir en faveur pour la préservation des vestiges du passé. Le résultat, on l'a déjà vu dans cette chronique, c'est le résultat, la rénovation de la maison Cellière et aujourd'hui, depuis peu, le site sur la visite du faubourg Blanchot. D'accord. Et d'ailleurs, si j'ai envie de la visiter un peu, comment je vais faire pour reconnaître une vraie maison coloniale? Quelles sont les caractéristiques de ces maisons? Bien, alors pendant la visite, on devrait facilement les reconnaître, mais voilà, il y a des caractéristiques propres aux maisons coloniales. C'est par exemple la toiture, c'est souvent des tôles ondulées. À 2 pans cassés ou encore 4. Après, il y a les vérandas qui sont fermées. Il y a aussi toujours de magnifiques escaliers avec des garde-corps en fer forgé. Il y a aussi des porches d'entrée, des vitraux. Toutes ces décorations, la manière de construire ces maisons, ça a un sens. C'est un sens bien précis. Donc, des explications qui vont vous être données là, dans le reportage qui va suivre. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous propose donc une petite visite guidée du Faubourg Blanchot, une visite menée par Yves Mermoud et Marie-Claire Marie, qui sont tous deux natifs du quartier. Donc voilà, ils vous emmènent pour 4 km de balade. Regardez, c'est signé Jamie Wemo. L'histoire du Faubourg Blanchot. Alors là, il faut remonter à la fondation de Port-de-France. Nouméa s'appelait Port-de-France, fondé en 1854. On fête cette année le 160e anniversaire. Et dès que le centre de Port-de-France, qui était le fort Constantine, une garnison militaire en fait au départ, s'est étendu, il a fallu gagner un petit peu en étoile sur le pourtour de ce centre-ville actuel. Et donc, il y a eu 4 vallées qui ont été occupées. 4 vallées qui ont gardé pour certaines leur nom, la vallée du Tir, la vallée du Génie, et puis 2 autres, la vallée de l'Infanterie, qui est l'actuelle vallée des Colons, et la vallée de l'Artillerie, c'est notre quartier du Faubourg Blanchot aujourd'hui. Alors voilà un bel exemple de maison coloniale. Un bel exemple de maison coloniale, c'est la maison Charbonneau. La maison Charbonneau, c'est une maison qui a été construite en 1898, exactement sur le même plan que la maison Cellière, construite par le même entrepreneur qui s'appelait M. Gérosa. Et cette maison, elle est spécifique parce que à l'époque, dans les années 30, elle était la propriété de M. et Mme Jaillard. Et elle a été revendue à plusieurs occasions. Et en 2009, les nouveaux propriétaires qui l'ont achetée l'ont voulu la rénover et la maison a été incendiée. Un court-circuit, la maison a entièrement brûlé. Les propriétaires ne se sont pas découragés, ils ont investi énormément d'argent pour la restaurer et la maison Charbonneau connaît désormais une nouvelle vie. On connaît l'histoire de certaines, mais pas de toutes. Pour la plupart, on ne connaît pas leur histoire. Parce qu'on s'est fondé pour donner un nom à ces maisons, on s'est fondé sur un relevé d'électrification du quartier qui donnait les noms des personnes qui habitaient ces maisons en 1936. Donc il faut dire qu'avant ça et après ça, les maisons ont changé de main. Elles ont été vendues, etc. Donc il est difficile parfois de retourner jusqu'à l'histoire des propriétaires d'origine. Avant 1860, c'était avant tout des régions qui étaient occupés par l'armée. Et puis tout doucement, il y a des premiers colons libres qui sont arrivés sur le territoire et qui ont acheté des lots. Alors par exemple, dans notre quartier, il y avait les familles Guillemin, les familles Rennevier, les familles Martin, Carré, et puis surtout un monsieur Blanchot. Et ce monsieur Blanchot, tout doucement, il va acheter des lots, il va racheter de plus en plus de lots, et ça va correspondre à la période où le gouverneur Guillain, qui arrive en 1862, décide à partir de 1868
qu'il faut développer la ville sur 2 axes routiers qui seront les routes qui mèneront à Lansvata et sur l'axe du port des Pointes. Et c'est à ce moment-là que M. Blanchot va acheter ou racheter de plus en plus de lots pour devenir le principal propriétaire foncier du secteur. Et puis, une fois qu'il aura bâti il aura constitué un espace foncier très très important, il va revendre, il va morceler et revendre ses lots. Et on trouve pour la première fois la trace de Faubourg Blanchot, justement, dans un journal de l'époque qui s'appelait Le Moniteur, en 1874, où il annonce que des terrains sont à vendre au Faubourg Blanchot. Donc c'est un peu lui-même qui a donné l'appellation du quartier. Et nous sommes aujourd'hui ici dans le parc de la Maison Cellière qui a été bâti donc en 1898, donc au moment du développement, du plein essor des maisons coloniales dans ce quartier du Faubourg Blanchot. Ces premiers colons qui sont arrivés et qui ont bâti ces maisons aussi bien dans le quartier que dans tout Nouméa et je dirais même dans l'intérieur, parce que quand on va en brousse, on a le même type de maison, sauf qu'elles sont construites avec les matériaux qu'utilisaient les Kanaks, puisque certaines sont en torchis, avec des toits de paille, etc. Mais on retrouve toujours le corps principal de la maison et les vérandas autour. Alors les maisons coloniales étaient la plupart du temps construites en bois, c'était vraiment le matériau de construction privilégié, et il fallait mettre un petit peu d'ornement, d'habillage à ces maisons. Et souvent, c'était des balustrades en fer forgé qui équipaient les volets des escaliers ou des balustrades en bois type croix de Saint-André qui étaient utilisées. Sécuriser les accès, notamment des escaliers qui étaient à simple ou double volet. Et souvent, l'accès à la maison coloniale se faisait par un porche recouvert bien évidemment de tôle ondulée qui était le matériau de couverture privilégié puisque peu onéreux et surtout très, très solide à l'époque. Et ces porches étaient eux-mêmes habillés d'éléments d'architecture soit en bois, soit en tôle découpée, qu'on appelle des lambrequins, que l'on voit ici sur ce porche parfaitement. Et on avait également d'autres éléments d'architecture comme les écharpes que vous avez en haut de ces poteaux, qui servaient à rigidifier justement les jonctions entre la charpente et les poteaux. Les maisons coloniales nouméennes sont toutes organisées selon un même type de plan. Ici, on est dans une maison coloniale avec un corridor central, un grand couloir central qui distribue des pièces de chaque côté. Souvent, ce sont des maisons qui sont relativement de petite superficie. Ici, on est dans une maison qui est relativement cossue, mais on n'a que 2 chambres à coucher, un petit salon et une petite salle à manger. Bien évidemment, toutes les pièces où le feu est utilisé étaient en dépendance. Donc le corps principal de la maison était relativement de modeste superficie. Alors, les maisons coloniales étaient bien souvent équipées de carreaux colorés. On a souvent des couleurs qui sont assez vives sur ces maisons coloniales calédoniennes, des volets ou des façades qui sont de couleur polychrome, différentes couleurs assez vives. Et quand ce n'est pas le cas, ce sont les carreaux eux-mêmes qui présentent des couleurs différentes et qui amènent un aspect vraiment chaleureux, vraiment typique de ces maisons coloniales calédoniennes. C'est le cas ici. Alors la véranda, c'est une pièce majeure de la maison coloniale. C'est l'espace à vivre, c'est là où il fait bon vivre d'abord. Ici, on est exposé à l'Alizé de Sud-Est, donc c'est l'endroit où on passait beaucoup de temps pour la lecture, mais aussi pour les repas. Souvent, les déjeuners se faisaient sur cette place, sur cet espace. Et c'est souvent aussi, au niveau de la maison coloniale, un sas d'accueil. C'est-à-dire que le visiteur, on ne va pas le faire rentrer dans la maison, on va l'accueillir sur la véranda. Et dans chaque maison coloniale, on a une face avant, une face arrière. Sur la face avant, on a le jardin d'ornement. C'est là où on a les plus belles fleurs, les plus beaux massifs. C'est un petit peu comme à la Galerie des Glaces, c'est là où on va accueillir les visiteurs. Il faut leur donner la meilleure impression. Sur la terrasse arrière, on donne sur le jardin utile. Là, personne n'y va, ça reste un espace privatif. C'est là qu'on va trouver le potager, c'est là qu'on va trouver le poulailler, c'est là qu'on va trouver les dépendances dont on va parler bien sûr, mais aussi le pigeonnier, le clapier et surtout les arbres fruitiers.
ou les arbres à des vertus médicinales parce qu'il fallait se débrouiller avec les moyens du bord à l'époque. On n'avait pas de médecin à proximité. Et on soignait les enfants, on soignait les gens avec les fruits, avec les feuilles, avec les racines qu'on avait dans ces plantes qui poussaient dans le jardin utile. Les pavages des sols étaient souvent recouverts de taumettes et même bordés de briques, tels qu'on le voit ici. Ce sont les pavements originaux qui sont là. Et une chose intéressante à voir, ce sont les soubassements des maisons. Il faut bien savoir que dans toutes les maisons coloniales calédoniennes, on n'avait pas de moyens mécaniques pour terrasser les terrains. Et donc, on était bien obligé de s'adapter aux conditions non seulement climatiques, mais aussi aux conditions de pente de terrain. Et sur les parties, sur les façades avant, la maison était reposée sur tout un soubassement qui servait de cave, dans lequel on entreposait les légumes, on entreposait le bois de chauffe, on entreposait le vin, on entreposait différents matériaux de cette sorte. Eh bien, c'est important pour les préserver parce qu'on a tendance à les négliger ou à les démolir assez facilement pour laisser place à d'autres immeubles. Donc, pour montrer qu'elles ont leur caractère particulier, leur charme particulier, qu'elles donnent aussi un caractère particulier à la ville et pour tenter de préserver cela et puis de mettre en valeur ces maisons. Donc tant du côté des propriétaires parce qu'ils ont été souvent ravis que la maison qu'ils aiment soit ainsi valorisée, que du côté du public pour montrer l'importance de ces maisons, de cette architecture. La maison coloniale, c'est avant tout pour nous la vie quotidienne, les gens qui y vivaient. Ce n'est pas uniquement une bâtisse en bois, c'est là où vivaient nos grands-parents, nos grands-parents. Je vois toujours le parallèle avec le monde kanak où sur le tertre, devant la maison du chef, la case du chef, on a toujours l'homme et la femme qui sont représentés par le sapin, l'araucaria et le cocotier. Chez les colons, bien souvent, devant le portail d'entrée de la maison coloniale, vous allez retrouver le manguier et le pied de litchi. Voilà, c'est quelque chose, c'est un parallèle, c'est un clin d'œil un petit peu au monde kanak et on retrouve un petit peu ces éléments qui sont les piliers un peu de ces maisons coloniales. Alors dis-moi Camille, on a entendu quelques anecdotes dans le reportage. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager aujourd'hui ? Oui, alors rue Jeanne Jugan, il y a la villa Sainte-Marguerite. Alors l'histoire de cette maison, eh bien, elle est liée à la famille Blanchot. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que la famille Blanchot était assez proche, aidait les pauvres et assez proche de l'église. Eh bien, Marie Blanchot, et donc la fille du grand propriétaire, a fait construire, un an après le décès de sa mère Marguerite, une chapelle. D'où le nom de cette chapelle, de cette villa, Villa Sainte-Marguerite. Alors malheureusement, il semblerait que la chapelle n'ait jamais vraiment servi à cet effet et elle a été donc abandonnée au profit de celle d'un nouvel évêché situé 200 mètres un peu plus loin, inauguré le 25 février 1906. D'accord. Donc voilà, donc il y a eu une interview qui a été réalisée par Jean-Marc Estournès, j'espère que je le dis bien. Le nouveau propriétaire dit je cite, eh bien ça ne lui fait rien de spécial d'habiter dans une ancienne chapelle, mais qu'il s'y sent bien et au calme. Et il ne verrait aucun inconvénient à ce que la mairie rachète un jour sa propriété pour en faire, pourquoi pas, un musée. Voilà. D'accord. Alors Camille, donc cette demeure fait partie du parcours du Faubourg. Là. Parle-nous un peu de ce parcours. On peut le faire seul ou accompagné ? Bien voilà, on peut le faire seul, accompagné, guidé aussi. De temps en temps, l'association propose des visites guidées où il faut s'inscrire et puis c'est vraiment pas cher, c'est entre 200 francs pour la visite. C'est très bien d'avoir aussi quelques indications voilà, par les guides, les bénévoles de l'association. Mais voilà, donc la balade se fait au départ de la maison Cellière et donc il y a différents itinéraires qui sont proposés, des itinéraires qui peuvent se faire à pied, à vélo ou encore en petit train dans le quartier ou encore en bus. Pour faire cette balade seule, il faut se procurer une petite brochure qui se trouve donc à la maison Cellière ou encore sur le site de la mairie, à l'office du tourisme. Voilà, donc il y a plein de solutions pour trouver cette petite brochure PDF qui est très complète. Donc le site de la mairie, c'est www.numea.nc. Voilà, il y a plein d'informations dessus.
Et justement, il y a toutes les explications sur la brochure. Voilà, la brochure est donc illustrée, il y a des photos, des explications. Toutes les explications que j'ai pu vous donner aujourd'hui sont aussi dans la brochure. Merci Camille pour cette petite histoire. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est sur ce récit que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.